une étape importante qui permet de réduire en tout cas les velléités de crise, etc. On ne va pas refaire le débat de composition, recomposition de la commission électorale indépendante, mais est-ce que vous avez associé l'opposition à ces processus? Ah, nous pensons, le 6 du mois passé, nous avons obtenu auprès du système des Nations Unies une réunion avec les partis politiques. Et au cours de cette réunion, nous avons discuté des modalités pratiques d'inscription sur la liste électorale. Et nous avons pris l'engagement à cette occasion d'informer tous nos partenaires que toutes les étapes du processus électoral seront portées à leur connaissance. De sorte que nous discutions d'abord des modalités pratiques pour élaborer un mode opératoire et au regard duquel nous allons exécuter notre opération. Donc c'est un engagement que nous avons pris et c'est pour cette raison que nous venons devant vous ici pour dire que nous continuons de prendre cet engagement ferme et après la révision de la liste électorale, il sera question du dépôt de candidature et après la campagne et ainsi de suite, le choix, l'élection. Donc toutes ces étapes-là seront exécutées de concert avec les partis politiques. Parce qu'il est bon de préciser que les partis politiques, conformément à la Constitution, ont pour vocation de conquérir le pouvoir d'État. Et ils ne peuvent conquérir le pouvoir d'État que par le biais de l'élection, laquelle élection est organisée par la Commission électorale indépendante. Donc nous considérons que les partis politiques ne sont pas nos adversaires, ce sont nos alliés. Et en tant qu'alliés, nous allons nous concerter pour mettre en place un mode opératoire qui rentre bien entendu dans l'antre de la loi. Alors, je pose la question parce que j'ai sous les yeux une déclaration d'une quinzaine de partis politiques réunis au sein d'une plateforme. Oui. C'est le 26 mai 2020 qui parle d'une décision de la Commission électorale indépendante, je cite, décision unilatérale, non consensuelle, non validée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne l'avez pas associé véritablement? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense le contraire. Les archives sont là. Nous sommes partis au PNUD. C'est dans l'enceinte du PNUD que nous avons rencontré les partis politiques. Nous les avons informés. Nous avons convenu de certaines choses. Alors, à l'occasion de cette réunion, les partis politiques... Vous parlez de la réunion du 6? Oui. La réunion du PNUD. Oui, sur le gîte du PNUD. Les partis politiques ont souhaité les pièces à fournir. La carte nationale d'identité, le certificat de nationalité et l'attestation d'identité. Le décret portant modalité d'inscription en tient compte. Vous pouvez le vérifier. Ensuite, ils ont posé le problème du délai. Je leur ai dit que je suis la première personne heureuse de voir beaucoup d'Ivoiriens venir sans se faire enrôler sur la liste électorale. Et c'est pour cette raison que nous avons prévu l'enrôlement en ligne. Et si d'aventure il y avait une affluence, mais nous allons aviser dans le sens de la prolongation du délai de la révision de la liste électorale. Voilà, nous avons convenu de ces choses-là et ce sont ces choses-là que nous mettons en exécution. Donc je pense que... Le dialogue n'est pas rompu. Ah, pas du tout. Le dialogue ne peut pas être rompu. Comme je vous l'ai dit, ce sont des alliés, ce sont des partenaires. Moi, j'organise les élections et les élections est la chose qui les intéresse pour arriver au pouvoir. Donc nous sommes des alliés. Alors, ce qu'on note, c'est qu'après l'opposition qui a lancé d'ailleurs un appel aux militants, à ces militants pour se faire enrôler ou du moins participer à la révision de la liste électorale. Est-ce que la Covid-19 aura un impact sur le processus électoral de façon générale? Non, plus maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, plus maintenant. On s'est donné un chronogramme et le chronogramme est en train d'être respecté. Au départ, effectivement, il y avait un impact parce que nous organisons la formation de nos agents électoraux dans des écoles. Et c'est 35 000 agents électoraux sur toute l'étendue du territoire. Alors quand vous dites que vous ne pouvez pas vous réunir à plus de 50 personnes et que les établissements sont fermés... À plus de 200 maintenant. Bon, à plus de 200. Non, je parle de l'ancienne disposition. Et à plus de 200 maintenant, c'est sûr que ça impactait nécessairement sur notre chronogramme. Mais maintenant que toutes ces mesures-là sont levées, nous avons accès aux écoles et les formations ont lieu, il n'y a pas de souci. Alors, octobre 2020 pour la présidentielle, du moins pour le premier tour de l'élection, c'est bien tenu? Oui, c'est bien tenu, il n'y a pas de souci. Et la liste électorale provisoire doit être disponible 3 mois avant, c'est-à-dire autour de août. Le 31 juillet. 31 juillet. Oui. Le 1er août, nous sommes prêts. D'accord. Si la Covid-19 venait à redoubler d'efforts, de sorte à avoir beaucoup plus de terrain, oui. Que va faire la Commission électorale indépendante par rapport au délai? On va aviser. Vous allez aviser, ça veut dire quoi? On prendra les dispositions nécessaires pour respecter la Constitution.
Parce que la Constitution a prescrit que l'élection du président de la République a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la 5e année. Donc nous allons aviser en fonction de cela. Pour pour le premier tour et puis le second tour, c'est en novembre. Oui, 15 jours après. Alors si la loi électorale le dit ainsi, ça veut dire que le 31, vous avez dit juillet, on a la liste électorale provisoire. On a combien de temps pour le contentieux, etc., pour avoir la liste définitive? Or, nous, on prévoit le 23 septembre pour avoir la liste définitive. Qu'est-ce qu'il faut pour le contentieux? Quand vous dites contentieux sur la liste électorale, ça veut dire quoi? Ben, le contentieux de la liste électorale consiste tout simplement à autoriser le citoyen, en respectant bien entendu le droit de vote, lui permettre au citoyen de demander son inscription sur la liste électorale si la commission n'y a pas fait droit. Et s'il y a des gens qui existent sur la liste électorale qui ne méritent pas d'y exister, le citoyen a le droit de demander leur radiation. Et s'il y a des erreurs contenues dans les mentions des personnes concernées, le citoyen a le droit de demander la rectification. Voilà ce qui constitue le contentieux de la liste électorale. Dans le premier cas, on parlera de contentieux de l'inscription de la liste sur la liste électorale. Dans le second, on parlera de contentieux de la radiation et le contentieux de rectification. Alors, si ils ne sont pas d'accord avec la commission électorale indépendante, donc les citoyens comme les partis politiques, oui, à qui vous allez remettre cette liste provisoire. Tout à fait. On a la possibilité de saisir les juridictions pour demander qu'on fasse droit à leur requête. Ils peuvent demander directement à la commission électorale indépendante. Mais c'est ce qu'ils font d'abord. C'est-à-dire que lorsque nous, on a collecté les données, on les a traitées, et on a affiché la liste électorale, c'est tout le sens de l'affichage. C'est pour recueillir maintenant les observations et les réclamations qui sont faites à la commission électorale indépendante. La commission électorale va statuer sur ces requêtes. Elle peut faire droit comme ne pas faire droit. Quand elles ne font pas droit, le citoyen requérant est en droit de saisir les juridictions autres que la commission électorale indépendante pour faire droit à leurs requêtes. Et quand les juridictions prennent leur décision, mais ça s'impose à la commission électorale qui va intégrer cette décision-là sur la liste électorale. Déjà, les débats ont commencé sur cette liste électorale. Est-ce que vous pouvez rassurer les uns et les autres sur la transparence de cette liste électorale? Ben, la meilleure façon d'apprécier cela, c'est de venir déjà massivement se faire inscrire sur la liste électorale. Quel intérêt la commission électorale a-t-elle à empêcher les citoyens de venir se faire inscrire sur la liste électorale? Parce que, pour nous, la liste électorale est importante parce que c'est elle qui confère la qualité d'électeur. L'élection ne pourra avoir lieu le 31 octobre 2020 que s'il y a électeur et s'il y a candidat. Et pour être électeur, il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale. D'où la nécessité de se voir inscrit sur la liste électorale. Donc pour nous, nous faisons cet appel, nous lançons cet appel aux citoyens de venir massivement se faire enrôler parce que l'élection est la faculté reconnue aux citoyens de choisir son candidat. Parce que la Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Mais le peuple le transfère à ses gouvernants par le biais de l'élection. Donc l'élection est le moyen par lequel le citoyen s'exprime et détermine le choix de son gouvernant. Alors s'il participe au jeu, il va déterminer volontairement au choix, il va participer à la détermination du choix de son gouvernant. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas obligatoire. Oui, ce n'est pas obligatoire, c'est une faculté. Je l'ai dit, c'est une faculté, mais en le faisant, ce n'est pas non plus une infraction. Est-ce que ça a un impact sur le taux de participation? En principe, non. En principe, non. C'est une faculté. Parce que celui qui décide de ne pas choisir, il choisit. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour parler de la légitimité, par exemple, du président élu, de l'élu local en question? Bon, c'est des spécialistes qui en font des gorges chaudes, hein, mais sinon, pour moi, dans un pays où c'est une faculté de voter, on ne peut pas apprécier le taux de participation. Parce que dans le droit électoral aujourd'hui européen, même le bulletin blanc est pris en compte comme étant un suffrage exprimé. Oui. Vous voyez? C'est pour dire que faire un choix ou ne pas faire un choix est un choix. Donc celui qui ne vient pas volontairement choisir son dirigeant, mais en le faisant, mais il a respecté la loi. Parce que ce n'est pas une infraction que de ne pas venir voter. Alors, il y a une question aussi tout aussi importante lors des élections, notamment les élections locales, et le code électoral a trouvé une solution. Alors, la transhumance est formellement interdite. Que dit la disposition sur la question? Non, en fait, c'est une disposition qui a toujours existé. Sauf que, à la dernière révision du code électoral en 2015, faculté était donnée aux citoyens de s'inscrire dans une zone
où il avait des intérêts économiques et sociaux. C'était tout. Sinon, il a toujours été admis aux citoyens de choisir son lieu de vote en fonction de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de paiement des impôts. Mais en 2015, on a ajouté là où il y a son intérêt économique et social. Ça a ouvert les yeux. Et d'autres, certains politiques, ont détourné cette disposition de son objectif. Et prenant donc des citoyens qui n'étaient pas dans un lieu donné, pour les amener pour voter dans ce lieu-là, et après retourner dans leur lieu où ils résident habituellement. C'est ce qu'on a appelé la transhumance électorale. Avec la nouvelle disposition, vous ne pouvez plus changer de lieu de vote sans rapporter la preuve des conditions requises par la loi. Désormais, si vous demandez à voter dans un lieu B au lieu du lieu A où vous êtes, vous devriez rapporter la preuve que dans le lieu B, vous y avez votre domicile ou à défaut votre résidence ou à défaut votre résidence fiscale. C'est valable pour cette révision de la liste électorale? Oui, c'est valable pour cette révision de la liste électorale. Alors, quand quelqu'un, par exemple, travaille à Cocody, au plateau, il habite Songon et Yopougon, tous les jours il est entre le plateau, Cocody, etc., il ne peut pas prétexter de cela pour revoir son lieu de vote? Non, 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 c'est lui qui choisit son lieu de vote. Alors, il faut préciser que... Mais vous parlez de transhumance. Est-ce que ce n'est pas en dehors de ce qui est organisé, bien organisé d'ailleurs, oui. Mais est-ce que ces cas isolés dont je viens de parler ne sont pas admis? Mais bien sûr, s'il décide de voter à Cocody parce que c'est là-bas qu'il considère être son domicile, il n'y a pas de souci. Parce que quand il vient s'inscrire pour la première fois sur la liste électorale, il n'a pas la preuve de son domicile à faire. Il est bon de le préciser, le code impose la preuve du domicile qu'à celui qui change de domicile. Et qui est déjà inscrit sur la liste électorale. Et qui veut changer. Qui veut changer. Sinon, celui qui vient pour la première fois, il vient tout simplement en disant, je travaille ici, voilà la preuve de ce que je travaille ici, il s'inscrit et puis c'est fini. Mais maintenant, s'il travaille à Cocody et qu'il décide de voter à Cocody, il n'y a pas de souci. Mais si, d'aventure, l'envie lui vient de se faire, comme on appelle, de se transporter à Abobo, il devra rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises par la loi. C'est-à-dire qu'à Abobo, il a son domicile. Qui doit veiller justement à cette transhumance, à l'interdiction de cette transhumance électorale? C'est la commission. Mais bien entendu, à l'occasion de la révision de la liste électorale. Comment vous allez le faire? C'est là la question, je pense, la partie la plus difficile. Non, c'est simple. Parce que si vous dites que vous êtes domicilié à Abobo, il faut nous rapporter la preuve que vous êtes désormais domicilié à Abobo par la délivrance d'un certificat de résidence ou bien de domicile. Voilà, c'est tout. Alors, certains qui estiment qu'il faut que les anciens transhumants retournent dans leur zone d'origine. Que répond la CEI à cette question? Vous savez, pour l'heure, cette question n'a pas été posée à la commission électorale indépendante. Je vous la pose, moi. Mais moi, je dis que la loi ne rétroagit pas. La loi vaut pour l'avenir. S'ils ont décidé d'aller voter dans un lieu, en le faisant, ils étaient en conformité avec l'ancienne loi. Mais si maintenant, ils veulent revenir dans leur lieu, il devra se conformer à la loi qui prévaut pour le moment, celle qui dit que si vous partez dans un autre lieu que le lieu où vous êtes, vous devez rapporter la preuve de votre domicile, de votre résidence ou de votre résidence fiscale. C'est cette obligation qui pèse désormais sur ceux qui veulent revenir dans leur lieu habituel de résidence ou de domicile. Cette émission spéciale tire à sa fin. Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, on vous laisse quelques minutes pour vous adresser aux populations au moment où, dans 48 heures, on ouvre les centres d'enrôlement pour la révision de la liste électorale. Ben, comme je l'ai dit, je voudrais dire à la population de venir massivement participer à la révision de la liste électorale pour éviter à la Côte d'Ivoire une énième crise. Parce que vous ne pouvez légitimement critiquer que si vous exprimez votre droit. Et c'est ce droit qu'on offre aux citoyens de venir se faire inscrire sur la liste électorale. Celui-là, il est bon. Celui-là, il n'est pas bon. Je ne l'ai pas choisi. Je l'ai choisi. C'est quand vous avez la qualité de choisir. Si vous n'avez pas la qualité de choisir, comment vous faites? Or, la révision de la liste électorale vous offre cette possibilité. Venez vous faire inscrire sur la liste électorale à l'effet d'avoir la qualité d'électeur. Laquelle qualité d'électeur vous autorise à choisir désormais votre gouvernant le 31 octobre 2020. Donc venez massivement pour exercer ce droit, pour vous permettre sereinement de choisir celui que vous souhaitez être votre dirigeant désormais.
Kouibie Koulibaly Ibrahim, président de la commission électorale indépendante, la CEI, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. On retient que c'est dans 48 heures le début de la révision de la liste électorale du 10 au 24 juin 2020, 11 000 centres d'enrôlement. Le processus est dématérialisé avec une possibilité de le faire en ligne. Cette émission spéciale est terminée. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur RTI 1.